Bonjour à Torto, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours dans notre thème un peu dark, un peu du mois de novembre. Et on clôture ce mois en beauté. Enfin, c'est peut-être un peu m'avancer, mais c'est parce qu'on va parler en fait d'une histoire vraie qui s'est passée à Rennes, pas trop loin de la place Sainte-Anne, dans les années 1800. Et nous allons également parler d'une créature bien connue en Pays Vantais. Alors installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude, mettez-vous sous un plaid pour faire un saut dans le temps pour notre première étape en plein centre-ville de Rennes. L'église Saint-Étienne est l'une des plus anciennes de Rennes. Elle aurait été fondée dans le Haut Moyen-Âge, possiblement aux alentours du VIe siècle, sur les vestiges d'un ancien lieu de culte païen ou gallo-romain. Son emplacement, donc vraiment très proche de la place Sainte-Anne, la plaçait au cœur de la ville médiévale. Pendant des siècles, elle a servi de lieu de culte central pour les habitants de Rennes. Mais à partir du XVIe siècle, l'église commence à perdre de son importance face à la montée en puissance d'autres édifices religieux de la ville, comme la cathédrale Saint-Pierre, qui est la cathédrale qui est située place Sainte-Anne bien sûr. Avec la Révolution française et la période de laïcisation, l'église Saint-Étienne est désacralisée. À partir du début du XIXe siècle, elle devient un bâtiment utilitaire, si bien qu'en 1825, elle sert de magasin militaire pour l'armée, stockant des vivres et du matériel. Les soldats campent alors dans l'ancien cimetière adjacent qui est déjà en ruine. Et c'est à cette époque que des récits populaires, comme celui du loup-garou de l'église du Vieux Saint-Étienne, commencent à émerger, renforçant l'aura mystérieuse de ce lieu qui semble avoir été abandonné par tout ce qui est sacré. Et c'est en 1825, à quelques pas de l'église du Vieux Saint-Étienne, que retentit un cri d'effroi. À l'époque, ce bâtiment n'était pas encore le théâtre que nous connaissons aujourd'hui, bien sûr. Des soldats campaient dans le cimetière en ruine qui l'entourait. C'est là qu'une froide nuit de décembre, un jeune garde en poste jure avoir aperçu un loup-garou. La rumeur se répand comme une traînée de poudre, glaçant le quartier tout entier. Depuis plusieurs jours déjà, des récits terrifiants circulent. Chaque soir à minuit, une bête monstrueuse apparaît, semant la terreur dans les rues désertes. Mais à l'époque, ce genre de fait divers n'est pas si incroyable, car les loups hantent encore les campagnes bretonnes. Bon, même si apparemment les loups reviennent en Bretagne, on va éviter de le dire trop fort s'il y a des jeunes oreilles qui traînent par là. Et les croyances en la lycanthropie, donc c'est cette idée qu'un homme peut se transformer en loup, sont bien vivantes. D'ailleurs, en 1598, une affaire de ce type avait été jugée au Parlement de Bretagne. Mais la nuit de Noël 1825, la légende prend une tournure dramatique. Cette fois, ce n'est pas un jeune soldat impressionnable qui monte la garde, mais un vétéran aguerri. En ce soir de pleine lune, alors que minuit sonne, le loup-garou surgit une fois de plus. Loin d'être effrayé, le jeune soldat se jette sur la créature, baïonnette en avant. L'animal hurle de douleur, mais à la surprise générale, il implore sa vie dans un langage humain. « Arrêtez, ne me frappez pas, je suis un homme comme vous !» Le lendemain, les traces de sang mènent les soldats jusqu'à une maison bourgeoise de Rennes. Là, ils découvrent le responsable, un garçon de 16 ans, fils d'une bonne famille, qui s'amusait tout simplement à terroriser le quartier en mettant sur lui une peau de loup. Malheureusement pour lui, sa plaisanterie tourne au drame, la blessure infligée par le soldat s'infecte et le jeune homme succombe à la gangrène quelques jours plus tard. Et certains disent qu'il avait voulu incarner le Budjulnos, ce berger de la nuit des légendes bretonnes, une créature solitaire et effrayante, parfois assimilée à un loup-garou les nuits de pleine lune. Quelle qu'en soit l'origine, l'histoire de ce faux loup-garou reste gravée dans les mémoires rennaises, mêlant folklore et tragédie au cœur d'un quartier autrefois plongé dans l'obscurité des superstitions. Et la figure du loup-garou, appelé garou ou guérou et même djérou en gallo, ou encore Dainblay, donc homme-loup en breton, occupe une place fascinante dans l'imaginaire collectif breton. Mais comme c'est également le cas dans de nombreux autres pays. Et cette personne, mi-homme, mi-loup, est bien plus qu'une simple créature fantastique. Elle incarne des peurs, des valeurs et des réflexions profondes sur l'humanité, la société et aussi la nature. Et voici ses différentes significations principales. Dans la tradition chrétienne, particulièrement influente en Bretagne, on l'aura compris, le loup-garou est souvent présenté comme le châtiment infligé à ceux qui transgressent les normes divines ou encore sociales. Les pécheurs, quoi. Ces péchés peuvent être par exemple de ne pas respecter le repos dominical, de mentir ou de voler, ou encore de rompre un serment sacré. En Bretagne, on racontait que les personnes maudites par Dieu, souvent pour de graves péchés, étaient condamnées à errer sous la forme d'un loup.
Cette croyance reflète l'idée d'une injustice implacable où la métamorphose en bête sauvage symbolise la perte de l'humanité et de l'âme. La transformation en loup-garou évoque une lutte intérieure, un basculement entre deux états, l'humanité civilisée et la bestialité sauvage. Et le loup est une figure ambivalente dans l'imaginaire breton. Il est craint pour ses attaques contre le bétail, mais aussi il est respecté pour sa force et pour sa ruse. Dans le cas du loup-garou, cette ambivalence devient une tragédie, car l'homme est prisonnier de l'animal qu'il est devenu. Le loup-garou est ainsi une projection des pulsions humaines refoulées, comme la colère, le désir ou encore la soif de vengeance. Dans de nombreuses légendes, la transformation en loup-garou est associée à la pleine lune, un phénomène naturel qui symbolise aussi les cycles de la vie, le renouveau, mais aussi l'irrationalité et la folie. En Bretagne, pays où, sur la côte et dans les campagnes, la nature semble tout simplement dominer l'homme, le loup-garou incarne aussi une relation compliquée entre la nature et l'homme. Je pense notamment à la forêt qui est un espace mystérieux et dangereux et qui est le territoire naturel du loup et du loup-garou. C'est là que l'homme se perd, tant physiquement que moralement. Et nous allons maintenant parler du Budjul-Nonce, car tout comme le loup-garou, il est perçu comme un protecteur sauvage, mais aussi il est effrayant et il dissuade les intrus et ceux qui s'égarent dans l'obscurité. Le Budjul-Nonce, particulièrement lié au pays vantais, on dit même qu'il aurait vécu aux alentours d'Hennebont et mentionné pour la première fois aux alentours du XIIe siècle et pourrait s'inspirer des créatures dites à pleurs. Mais les collectages principaux sur cette figure datent du début du XXe siècle. Dans la tradition populaire, il incarne une grande source de crainte. Il avertirait les bergers de l'arrivée de troupeaux sauvages nocturnes pour les inciter à rentrer chez eux, et on dit même qu'il joue aussi un rôle de gardien face aux dangers de la nuit. Autrefois, les mères bretonnes évoquaient cette créature pour effrayer les enfants et les dissuader de s'aventurer dans l'obscurité dehors. Le Budjul-Nonce, qui signifie en breton berger de la nuit, est une figure mystérieuse, à la fois terrifiante et empreinte de tristesse. Il incarne les peurs profondes liées à l'obscurité, la solitude et l'inconnu, tout en jouant un rôle clé dans les légendes bretonnes. Le Budjul-Nonce est bien sûr un être qui vit la nuit. Il est souvent associé aux landes et aux forêts bretonnes, qui sont des lieux mystérieux et inquiétants pour tous les habitants des campagnes. Il est grand et il porte aussi un chapeau qui peut le faire ressembler à un épouvantail. Il peut également être proche de la figure du croque-mitaine. Le Budjul-Nonce est vu comme un protecteur des bois ou des landes, mais il est aussi redouté pour sa propension à effrayer ceux qui croisent son chemin la nuit dans la forêt. Il est représenté tantôt comme une figure humaine, tantôt comme un être mystérieux, avec des traits flous et même parfois comme un loup-garou. Contrairement à d'autres créatures malveillantes de nos légendes, le Budjul-Nonce n'est pas complètement méchant. Sa vocation semble être d'effrayer bien sûr, mais parfois simplement par accident, mais surtout pas de faire de mal. Son cri, décrit comme perçant et lugubre, est sa principale arme, mais il reflète aussi sa propre douleur et sa propre peur et également son isolement. Le Budjul-Nonce partage plusieurs thématiques communes avec le loup-garou, ce qui explique pourquoi les deux figures sont parfois confondues dans l'imaginaire populaire. Ces deux créatures symbolisent les angoisses liées à l'obscurité, moment où les frontières entre le naturel et le surnaturel s'effacent. En Bretagne, les landes et les forêts la nuit étaient des espaces redoutés, propices aux apparitions mystérieuses. Et tout comme le loup-garou, il est souvent perçu comme une figure d'exclusion sociale. Le Budjul-Nonce est décrit comme solitaire et à l'écart des populations. Et cet isolement fait écho à la marginalisation des êtres différents ou encore perçus comme anormaux. Le Budjul-Nonce, tout comme certaines versions du loup-garou, semble avoir un rôle de gardien ou encore d'avertisseur. Et d'ailleurs, le rôle de berger n'est-il pas de regrouper ses brebis égarées? Il dissuade les imprudents de s'aventurer dans des lieux dangereux ou interdits, tout en incarnant une limite entre le monde des hommes et celui des esprits. Les récits sur le Budjul-Nonce sont nombreux et varient selon les endroits, mais tous reflètent des éléments communs qui ont influencé d'autres histoires dans des légendes bretonnes. On raconte que le Budjul-Nonce hante les landes désolées et pousse des cris déchirants pour avertir les voyageurs imprudents de ne pas s'y aventurer. Certains disent aussi qu'il agit ainsi pour protéger les lieux sacrés ou encore les esprits qui y vivent. Dans d'autres légendes, le Budjul-Nonce est aussi décrit comme une créature cherchant désespérément la compagnie, profondément seule donc, mais dont l'apparence effraie immédiatement ceux qui croisent sa route. Et c'est le Budjul-Nonce qui a probablement inspiré d'autres créatures dans les récits bretons ou encore celtiques, comme ceux par exemple des Korrigans ou des esprits gardiens de la forêt. Ces êtres, bien que différents dans leur caractère, partagent des thématiques de solitude, de protection de la nature aussi, et d'interaction troublante avec les humains. Et l'histoire du Budjul-Nonce a été aussi influencée par le christianisme. Il est parfois présenté comme une âme en peine, comme un homme puni pour des fautes passées et condamné à errer jusqu'à sa rédemption. Tiens, ça nous fait penser à quelqu'un.
Mais il n'est pas toujours une figure terrifiante. Il est le reflet des angoisses humaines face à la solitude et à l'inconnu. Son rôle de gardien des ténèbres et de protecteur des lieux sauvages en fait une figure complexe, à la fois effrayante et tragique. En la comparant au loup-garou, on découvre une symbolique commune qui dépasse la simple légende. Mélange superstition, morale, fascination pour les frontières invisibles entre le monde des humains, que l'on perçoit, et le surnaturel, que l'on ne perçoit pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Personnellement, bon, vous aurez compris, je suis très attachée à Rennes et également au Pays Vantel. Donc là, j'ai fait un petit mix des deux. Je trouvais que le sujet s'y prêtait parfaitement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cette histoire de loup-garou rennais ou encore la légende du Budjulnos. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, elle sera sur une Bretonne qui a vraiment fait beaucoup parler d'elle. Mais en attendant, je vous fais des beaux cueils et je vous dis den distro.